Nous sommes en 1971. Ronnie Spector, autrefois Veronica Yvette Bennett, rentre dans son manoir à Beverly Hills aux côtés de son mari Phil Spector le jour de Noël. Quand soudainement elle entendit des enfants jouer et partit les voir de plus près, ils étaient aux côtés de la fontaine qu'avait récemment installée son mari, les jumeaux blonds aux yeux bleus. Étonnée, elle questionna son mari quant à leur présence au sein de leur propriété, question à laquelle il répondit par une simple phrase « Joyeux Noël ». Ronnie Spector comprena alors pleinement l'irréversibilité de sa situation. Ses deux enfants sont son ultime prison. Les groupes de musique, ça existe véritablement depuis le 15e siècle. Pourtant, leur popularité, comme on la connaît aujourd'hui, ça commence réellement avec le jazz et ensuite le blues au tout début des années 30, notamment avec ce qu'on appelle les barbershop quartets. Il y en a qui sont très connus comme The Ink Spot, formé à Indianapolis en 1934, devenant proéminent en 1939 avec leur titre I Didn't Care. Néanmoins, la majorité de ma génération, si on connaît des groupes de musique, on a surtout connaissance de ceux des années 60 à 70, une période phare dans le développement de ce qui va suivre dans cette vidéo. Enfin, on va alterner entre cette tranche-là et l'année 2010. Les deux sont plus ou moins indissociables. Si je parle maintenant de 2010 alors que je vous parlais de jazz, de blues et de barber quartets il y a quelques secondes, c'est bien parce que la musique Christmas Kids de Roar, sortie en 2010, retrace plus ou moins secrètement une histoire particulièrement sombre s'étant déroulée entre ces années 60 et 70, même si vous verrez, on se devra de les transcender momentanément. Roar, c'est un groupe d'indie pop que je connais depuis un long moment, pourtant je saurais pas retracer depuis quand concrètement. Ce que je vais vous dire cependant, c'est que leurs musiques sont tout bonnement excellentes, et que je suis plus ou moins sûr que vous en connaissez au moins une. Certes, il y a Christmas Kids qui est très connu, mais I Can't Handle Change l'est tout autant. Si vous voulez une introduction au groupe, je vous recommande cette dernière. Je vous dis ça parce qu'elles sont entraînantes, et si I Can't Handle Change, soit je ne supporte pas le changement, est particulièrement explicite dans son propos, Christmas Kids l'est bien moins. C'est ce qui est aussi intriguant. Des phrases notablement intrigantes dépictant un semblant de dialogue. Ça contraste totalement avec le rythme entraînant de la musique, puis même le titre Enfant de Noël, une connotation positive, si ce n'est carrément joyeuse. Toutefois, c'est maintenant qu'on doit reculer dans la timeline. Fin années 50, début années 60. Il y a une effervescence de groupes pendant cette période-là. Pour ne citer que les plus connus, on a des trucs comme The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys, The Ramones, Righteous Brothers. On va pas tous les faire non plus. Un groupe, concrètement, c'est formé d'un ensemble de personnes qui occupent différents rôles au devant de la scène. Certains jouent d'instruments, d'autres s'occupent des aspects vocaux d'un titre X. C'est très simplifié, mais là on s'est juste penché sur le devant de la scène. Vous vous en doutez, mais il y a un tout plus ou moins caché, ou qui semble moins important composant un groupe. C'est là qu'entre en jeu le réalisateur ou le directeur artistique. Il s'occupe de sélectionner les studios d'enregistrement avec les créneaux assortis. Il guide les artistes tout en dirigeant les séances d'enregistrement et de mixage. En somme, c'est un travail absolument essentiel. Le style d'une musique ou d'un projet musical donné découlera en grande majorité de son directeur. Plus tôt, je vous avais cité plusieurs groupes. Si d'apparence, si ce n'est pour l'époque où ils ont performé le style, ils ont aucun point commun. Ils en ont un qui est à l'image d'un directeur plus ou moins caché. Justement, il s'agit du directeur de ces divers projets appartenant à ces divers groupes, à l'exception de The Rolling Stones. Ce directeur, c'est Phil Spector. En vrai, ce mec, c'est une assez grosse légende dans le milieu. Il a produit près de 25 succès dans le top 40 américain des années 1960 à 1965. Sinon, en termes de production, c'était aussi le réalisateur artistique de la chanson You've Lost That Loving Feeling des Righteous Brothers, soit la musique la plus diffusée du XXe siècle selon le BMI, une organisation américaine qui collecte divers droits d'auteur pour diverses directions artistiques, que ce soit des écrivains, des compositeurs ou des producteurs par exemple. Pour ajouter à son palmarès, il a littéralement créé un effet musical, le mur sonore, qui ajoute une profondeur quasi orchestrale à des musiques pop, en ajoutant acoustiquement un écho tout en multipliant les instruments joués à l'unisson. Je vous donne un exemple et vous allez immédiatement saisir de ce dont je vous parle. Il vous rappelle rien. Les lyrics que je vous avais montrés plus tôt parlaient d'une certaine Ronnie et d'un certain Phil. Eh bien, en fait, Phil, dans un premier temps, il a réalisé cette musique
Mais il s'est pas limité à ça avec les Ronettes. Elles ont carrément été signées et prises sous son aile en 1963, sauvant occasionnellement leur carrière d'un véritable naufrage, la développant même, à tel point que les Ronettes ont laissé aujourd'hui une trace indélébile. Pourtant, le groupe s'écoulera assez vite suite à leur association à Phil Spector. Vous êtes sûrement curieux quant au pourquoi je vous ai dépicté une image tellement positive de Phil et des Ronettes. La raison de cette chute, c'est l'intérêt qu'éprouvera Phil envers l'une des 3 membres du groupe, Ronnie, la principale chanteuse de ce dernier. Cet intérêt, il a commencé dès leur première collaboration. C'est bien pour ça qu'il les signera. La voix de Ronnie, selon lui, dépasse les conceptions humaines de beauté, dépasse même les limites du sexe, disant que la voix de sa future femme n'est ni celle d'une femme, ni celle d'un homme, elle est simplement sublime. L'attrait de Phil devenait réciproque, mais il y avait un problème. Phil, tandis qu'il était sous le charme de Ronnie, était marié à une autre chanteuse qu'il produisait, Annette Merard du groupe Spectres 3, qu'il avait non seulement produit, mais carrément créé. Il est cependant temps d'avancer un peu dans la timeline. On est en 1966 et Phil vient tout juste de détruire son mariage pour se mettre 2 ans plus tard avec Ronnie, qui décrivait son attirance envers lui comme telle. Tout d'abord, je suis tombé amoureuse de son côté cool. Il était vachement cool. Il avait toujours une main dans sa poche. En plus de ça, il avait de jolies fesses. La façon dont il s'occupait du groupe, c'est un gars de 24 ans. Et pourtant, il dit à des hommes mariés avec des enfants ce qu'ils doivent faire. Ça m'excitait. Je suis tombé amoureuse de ce pouvoir. Et il y avait aussi cette connexion magnétique à travers la chanson. Quand il les écrivait et que je m'asseyais au piano à côté de lui, oh mon cœur, c'était magique. Vous le voyez peut-être venir, mais ce pouvoir, cette façon, disons, de diriger, il va terriblement la pervertir. Ce qui concrètement avait ruiné son mariage précédent, c'était pas juste son attrait pour Ronnie, il avait participé à l'échec monumental que sera l'album River Deep Mountain High de Ike et Tina Turner, le forçant à doucement mettre fin à sa carrière. Ça l'a détruit psychologiquement. Il présentait des symptômes de dépression couplés à des symptômes de bipolarité et de paranoïa. Malgré ça, Ronnie souhaitait toujours de lui. Néanmoins, la carrière des Ronettes prend plus ou moins fin en même temps que la carrière de Phil, ce dernier étant un élément clé. On est au début des années 70 à présent et les mariés adoptent un premier enfant qui se devra de côtoyer une relation profondément déplorable. Concrètement, Phil était abusif, tant sur le spectre physique que psychique, c'était triste à lire. Elle avait le droit de sortir une unique fois par mois, et ce seulement pour aller prendre des objets d'utilité féminine, sans dépasser le compteur des 20 minutes, sinon il enverrait un garde à ses trousses pour la ramener. Il avait entouré leur demeure de barbelés, tout en prenant soin d'enlever toutes les chaussures de Ronnie pour amoindrir ses chances de fuite. Vous l'avez compris, mais il avait engagé des gardes, sans oublier qu'il avait aussi engagé des chiens de garde. Sans oublier le détail le plus troublant, un cercueil doré, qu'il ne cessait de le rappeler, sera à destination de Ronnie si jamais elle essayait de le quitter. Ce genre de menaces de mort, c'était récurrent. Elles étaient accompagnées d'un ton tellement brutal que Ronnie était devenue muette pendant 1 année entière, tant les dommages psychologiques étaient conséquents. En addition à ça, de forts problèmes d'alcoolémie développés uniquement pour échapper à la souffrance que lui infligeait Phil. Cette situation horrifique a duré pendant près de 4 longues années. Une question reste tout de même en suspens, c'est quoi le point culminant de toute cette histoire? C'est ce Noël de 1971, le point culminant. Ce Noël où, en rentrant chez elle, elle y aperceva les 2 jumeaux cités au début de la vidéo. Vous vous rendez sans aucun doute compte de cet acte absolument atroce qu'est celui d'adopter 2 enfants supplémentaires pour responsabiliser davantage Ronnie dans leur mariage. En parlant de ces enfants, ils ont concrètement été enfermés aux côtés de leur mère dans leurs chambres respectives. Tout ce que je viens de vous énoncer, sans grande surprise, ça mène au craquage de Ronnie, qui réfléchira avec l'aide de sa mère pendant 3 jours et 2 nuits à un quelconque moyen de s'échapper. Dites-vous qu'elle était à un tel niveau de désespoir qu'elle pensait avoir plus de chance en prenant la fuite au risque de mourir que de rester dans ce manoir, où à chaque cri, chaque minime interaction, une épée de Damoclès planait sur elle. Et justement, on est à présent en 1972, une fenêtre brisée se présente à Ronnie. Pour autant, sa situation est mauvaise. Au-delà du risque d'assassinat qui plane constamment sur elle, sa carrière se fait activement pulvériser par Phil, qui semble finalement l'avoir retrouvée. Déjà, tout lui appartenait. Concrètement, sans lui, elle avait absolument rien. Ensuite, elle s'est faite blacklister par Phil, qui l'empêchera pendant près de 10 ans à participer à quelques projets que ce soit, même le plus minime. En addition à ça, elle a pas eu la garde des enfants, ce qui est absolument terrible, connaissant le potentiel
état ravageur dans lequel se trouvait Phil face à sa découverte, soit la fuite de Ronnie. On peut clairement venir à se demander comment ce gars a fait pour avoir la garde des enfants pendant leur long procès. Il avait juste à se pointer plusieurs fois devant Ronnie en pointant un pistolet sur elle pour lui faire comprendre que la garde sera à lui et à personne d'autre. Cependant, une revanche frappera très bientôt Phil, qui se prendra un autre procès qui durera près de 10 ans par les Ronettes qui se sont littéralement reformés pour porter plainte contre lui, gagnant à l'issue de cette bataille près d'1 million de dollars. La positivité montante de cette semi-fin d'histoire n'en cesse là. Ronnie parviendra à se marier de nouveau et à lancer une carrière en solo qui aura son petit succès. Elle écrira même un livre au sujet des diverses difficultés rencontrées tout du long de sa vie, mettant l'emphase sur son emprisonnement intégral. En contraste à ça, Phil n'a jamais su se reconstruire. Sa vie n'a fait que d'empirer, un véritable gouffre. La date de l'événement que je vais vous citer est incertaine, mais peu de temps suite à son divorce, donc en 1974, il a eu un accident qui lui a été quasiment mortel, le forçant à recourir à de la chirurgie esthétique. Encore un parallèle notable avec la reconstruction de Ronnie, c'est la tentative temporaire de réinsertion musicale de Phil, en collaborant avec de multiples groupes, et on pourrait penser que cette tentative soit pour lui un moyen d'apaiser ses démons. Mais maintenant, on va devoir lister un enchaînement d'événements terriblement catastrophique. Il en va de soi, mais son accident l'a marqué. Il a décuplé sa bipolarité et ses troubles paranoïaques qui se manifesteront des pires manières. En 1975, pendant une performance solo de John Lennon à un festival de rock'n'roll, Phil se pointera en tirant un coup de feu. Il ne subira pour autant aucune charge. Seulement 2 ans après, tandis qu'il essayait, malgré son état psychologique pitoyable, de produire Leonard Cohen, il finira par le menacer à l'arbalète pendant leur enregistrement commun de Death of a Ladies Man. 3 ans après, en 1980, il menace une nouvelle fois quelqu'un, un membre des Ramones. Encore une fois, c'est un archétype de situation redondant. On pourrait en déduire que Phil, c'est juste une grande gueule. En vérité, oui et non. Tous ces exemples, ils servent juste à appuyer l'évident de ce qui va suivre. On est à présent en 1982, il est marié à Janice Zavala, avec qui il aura 2 jumeaux, ironiquement. Respectivement Nicole Audrey Spector et Philip Spector Jr. L'ironie se poursuit. En 1991, son fils, Philip Spector Jr., meurt d'une leucémie, le 25 décembre de cette même année. La probabilité, si on peut appeler ça comme ça, est juste folle. C'est ce dernier événement qui marquera la fin de la fin pour Phil Spector. On est là la nuit du 2 au 3 février 2003 au House of Blues à West Hollywood. Il sera lors d'une soirée en étant particulièrement alcoolisé. Il invite une hôtesse de VIP Room, qui est par la même occasion actrice, Lana Clarkson, à rentrer avec lui dans son manoir à Alhambra. 3 heures passent pour le chauffeur de Lana Clarkson qui attend depuis 2 heures du matin devant le manoir de l'ancien producteur, quand de nulle part, un coup de feu retentit, brisant un long silence. C'est alors qu'il le voit, Phil, ressortir de son manoir couvert de sang, en l'absence de l'actrice, lui annonçant que par un accident, il vient tout juste de la tuer. Je vais pas vous raconter tout le procès parce que c'est extrêmement grave. Le mec a quand même réussi à esquiver son premier procès en 2007 alors qu'il modifiait plusieurs fois sa version de l'histoire pendant le procès. Genre de base, il a dit au tribunal que c'était un suicide, qu'elle a foutu le flingue dans sa bouche et qu'elle a appuyé sur la détente. Ensuite, il a dit que c'était juste un accident. Ensuite, il a dit que certes c'était un accident, mais pendant un jeu de rôle sexuel. Des inepties, tout en sachant qu'il a dit au chauffeur l'avoir tué. Le pire, c'est qu'aucun des scénarios ne correspondait en fait à l'emplacement des balles sur le cadavre de la pauvre Lana Clarkson qui a subi la folie de ce type. Même si finalement il sera reconnu comme étant coupable d'homicide involontaire, écopant de 15 années de prison pour meurtre au second degré sans préméditation, plus 4 années pour possession d'armes. C'est d'ailleurs le procès le plus médiatisé à Los Angeles post O.J. Simpson. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un coup d'œil, il y a pas mal d'infos là-dessus. La vie de Phil prend fin le 16 janvier 2021 à l'âge de 81 ans dans un hôpital pénitentiaire de Californie. De l'autre côté, la vie de Ronnie s'est arrêtée le 12 janvier 2022 à l'hôpital de Danbury dans le Connecticut, des suites d'un cancer. D'ailleurs, elle avait eu le temps de commenter, du coup, au sujet de la mort de Phil Spector. Voici ce qu'elle dira. C'est un triste jour pour la musique et un triste jour pour moi. Quand je travaillais avec Phil Spector, que je le regardais créer dans le studio d'enregistrement, je savais que je travaillais avec le meilleur. Il avait une souveraineté totale, il dirigeait tout le monde. Il y a tellement de choses à aimer au sujet de cette période. Je l'aimais follement, j'ai donné ma vie et mon âme pour lui. La musique magique qu'on a pu faire ensemble a été soufflée par notre amour. Comme je l'ai dit à maintes reprises de son vivant, c'était un producteur brillant. En revanche,
un mauvais mari. Malheureusement, Phil n'était pas capable de vivre et de fonctionner en dehors d'un studio d'enregistrement. Les ténèbres se sont installées, de nombreuses vies ont été brisées. Je souris encore à chaque fois que j'entends la musique que nous avons faite ensemble, et je sourirai toujours. La musique est éternelle. Et je pense qu'on va conclure sur ça. Je trouve cette histoire particulièrement inspirante, parce que tragique. Déjà parce que du coup, Ronnie, aujourd'hui, elle n'est pas juste connue comme la femme qui a souffert à cause de Phil, mais comme une légende. Au-delà de ce simple titre, sa reconstruction, elle est impressionnante. Je veux que si vous veniez à tirer un unique message de cette vidéo, ce soit celui du « si elle ». Pourquoi pas moi? Parce que cette nature humaine qu'on partage tous communément, elle se manifeste différemment chez tout le monde. Pour autant, elle reste commune. Donc elle peut se manifester de la même façon chez tout le monde. Retenez que si Ronnie a pu, vous pouvez. La reconstruction de Ronnie, c'est un idéal. Son parcours est une échelle. Saisissez-la si besoin. Quant à Phil, c'est bien plus compliqué parce qu'il était clairement rongé par une quantité importante de problématiques psychiques. C'est ça qui est compliqué dans son cas. Où commence et où s'arrête sa responsabilité? Comprenez-moi bien, il méritait bien pire que ce qu'il a reçu honnêtement. Ce mec, ça a été une pure ordure. Mais encore une fois, Phil, c'est un archétype qui devrait être pris comme exemple dans des cas spécifiques, notamment aux égards de personnes qui se comportent de la sorte. Quand je parle d'exemple, je parle pas d'exemple à suivre, hein. Je parle d'exemple dans le sens strict du terme. Comprenez-moi bien. Parce que des gens comme lui, ou des gens à en devenir comme lui, ça court pas les rues, mais c'est pas inexistant non plus. Et il y avait tellement de signes avant-coureurs, pourtant, il n'y a jamais rien qui a été fait. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu troublé par la situation de Phil, et je sais pas si, quant à son cas, on peut en conclure quoi que ce soit. Quant aux enfants de Ronnie et de Phil, je sais pas trop ce qu'ils sont devenus, il n'y a pas forcément d'informations sur eux, il y a que des rumeurs, c'est pour ça que j'en ai beaucoup moins parlé. Sinon, partez écouter Christmas Kids, la musique est géniale, même si maintenant que vous avez le contexte, elle change pleinement d'essence, pour autant, elle reste géniale, et elle retrace tant dans ses sonorités que dans ses paroles la complexité, la dureté et l'horreur rampante qu'était le mariage de Ronnie Spector et de Phil Spector. J'espère du fond du cœur que cette vidéo plus courte vous aura plu. Il était temps que je travaille sur une vidéo qui prenait moins de temps après l'enfer que j'ai vécu avec la dernière vidéo. Ça m'a permis de respirer et de parler d'un cas vraiment inspirant et fascinant par le prisme d'une musique que j'adore. La prochaine vidéo sera pour le coup assez atroce. C'est même la plus atroce de toute ma chaîne, si on parle que du sujet, même si du coup une nouvelle fois il y aura une inspiration sans précédent à en tirer, puisqu'on partira en Roumanie communiste. J'ai très hâte de vous en parler. Prenez soin de vous, mille merci pour votre soutien, c'est exceptionnel et ça me rend vraiment très heureux de lire vos commentaires, c'est trop cool. Passez une excellente journée ou une excellente soirée.